Voilà, un jeune élu engagé à la suite de son grand-père. La passion de la politique se transmet-elle en famille? Est-ce que cela n'empêche pas d'autres jeunes d'émerger ou bien au contraire, faut-il se réjouir que cela suscite ainsi des vocations? Et d'ailleurs, y a-t-il vraiment une crise de l'engagement politique dans la jeunesse française ou bien la politique s'exerce-t-elle désormais sous d'autres formes? Vous voyez que ce film, Dans les pas de son grand-mère de Jean-René Chaperon, nous ouvre à beaucoup de questions. Et pour approfondir, à présent, j'accueille Rémi Cardon. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste de la Somme. À 26 ans, vous êtes le Benjamin du Sénat. À vos côtés, Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire UDI de Mennecy dans l'Essonne. Je précise que l'un et l'autre, vous faites partie de familles d'élus, vous nous en direz plus. Nous sommes également avec Laurent Lardeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chargé d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et bonjour à vous, Camille Etienne. Bonjour. Vous vous présentez comme activiste pour la justice sociale et climatique. Vous êtes une ancienne de Sciences Po, engagée donc dans les associations, les ONG, et vous nous direz pourquoi la politique, pour vous, ce n'est pas seulement l'engagement partisan ou électoral. Alors je vais commencer par vous, Rémi Cardon. Je vais vous demander très simplement si vous vous retrouviez dans ce qu'on vient de voir, cette découverte de la politique, dans tout ce qu'elle peut avoir à la fois de très excitant et puis de sérieux, parfois d'un peu âpre. Oui, dans ce documentaire, c'est vrai que je me suis un peu retrouvé aussi dans le personnage du jeune qui est élu avec son grand-père. Moi, j'avais un rapport différent. Mon père était élu également. Ma mère aussi était engagée. Et j'ai effectivement fréquenté à la fois les manifestations très tôt sur les épaules de mon père, par exemple. Et puis, petit à petit, j'ai choisi mon chemin. Et figurez-vous, c'est le même que celui de mon père dans le parti politique. Vous avez choisi vraiment ? Oui, tout à fait, parce que j'avais une grande liberté. D'ailleurs, je n'étais pas dans le même courant ou la même motion que mon père dans le parti. Donc, au Parti socialiste. Voilà, au Parti socialiste. Donc, si vous voulez, à vrai dire, j'avais un vrai choix. Après, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, par curiosité. Et puis après, voilà, c'est aussi... on a été éduqués à certaines valeurs et donc forcément parfois ça... ça se retrouve. Hein. Voilà. Jean-Philippe Dugouin-Clément, je vous pose la même question. Vous vous retrouvez dans ce qu'on vient de voir ? Oui, c'est un beau documentaire parce que ça montre tout simplement un parcours humain, un parcours d'engagement de quelqu'un qui démarre dans la vie, qui démarre un parcours de vie. Et je trouve que le documentaire a été assez intéressant parce qu'il a mis de côté ce qui est l'appartenance partisane où bien souvent il y a aussi des à côté. Et ça s'est vraiment focalisé sur le parcours de ce jeune homme qui a envie de s'engager, de donner pour l'autre, qui découvre aussi, même s'il a un parcours, il est attaché parlementaire par ailleurs, donc il ne découvre pas complètement la politique, mais entre intellectualiser quelque chose et le vivre au quotidien, particulièrement dans une commune, il y a un écart extrêmement fort et c'est ce volet-là que j'ai trouvé très intéressant dans le documentaire. Camille Etienne, vous qui êtes engagée différemment, je le disais, dans l'action publique, est-ce que voilà, cette vie d'élu, ça vous fait envie, avec, je le disais, à la fois tous ces côtés très passionnants de rencontres avec les concitoyens, mais parfois aussi l'âpreté de la décision? Et moi, personnellement, à titre totalement de moi-même, ça ne me fait pas envie, mais je suis ravie que certains le fassent. C'est-à-dire que tout n'est pas acheté. On a besoin de plein de formes d'engagement différentes et tant mieux s'il peut y avoir des jeunes qui sont capables aujourd'hui de porter des décisions d'un peu plus grand qu'eux-mêmes. Après, je pense aussi qu'il faut que ces jeunes-là aient aussi l'ambition de transformer cette 5e République et qu'elle incarne un peu plus la démocratie, parce qu'aujourd'hui, pour moi, elle est un petit peu fébrile. Et donc, j'espère qu'ils ont une double facette. En fait, ils ont une double responsabilité. Il faut non seulement qu'ils portent leur idée avec intransigeance, qu'ils fassent face aussi peut-être à la difficulté d'être jeune et donc parfois regarder avec condescendance, et en même temps, de changer les bases et les règles du jeu pour qu'il y ait de plus en plus de la parole démocratique soit entendue plus largement. Laurent Lardeux, cette situation qu'on voit dans le film d'un jeune élu qui, je disais, voilà, on lui met le pied à l'étrier, c'est son grand-père qui lui met le pied à l'étrier. C'est fréquent. On a beaucoup d'élus qui sont eux-mêmes fils ou petits-fils d'élus. Alors oui, c'est effectivement une recherche que nous avons réalisée en 2019 à l'INJEB auprès de 4800 jeunes élus municipaux de 18 à 35 ans. Et effectivement, on voit qu'il y a une part conséquente de jeunes élus municipaux, donc 30% qui ont un père ou une mère qui avait déjà été élu municipal par le passé. Et donc plus on monte aussi dans la hiérarchie municipale, au niveau des maires et des maires adjoints, et plus les chances aussi de trouver un parent élu augmentent. Donc effectivement, il y a un effet héréditaire de filiation très fort.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la passion de la politique, elle se transmet très facilement en famille? Le documentaire, effectivement, le montre très bien, les témoignages que vous avez sur le plateau également, mais au-delà d'avoir un parent déjà élu, en réalité, ce qui compte avant tout et plus largement, c'est d'avoir grandi finalement dans un environnement familial politisé, pas nécessairement d'ailleurs avec des parents élus d'ailleurs, et donc d'avoir bénéficié d'une surexposition familiale à la politique qui va leur permettre ensuite de connaître les différentes règles du jeu politique, ses codes, ses filons, ses stratégies, ses esquives, et donc de bénéficier aussi de connaissances techniques, sociales, politiques pour briguer un mandat et surtout pour surtout se sentir autorisé à le faire. Et ça, c'est très inégalement distribué dans la société française aujourd'hui. Et je posais la question de savoir si c'était pas un petit peu injuste à l'égard de ceux qui, eux, ne bénéficient pas de cet apprentissage accéléré. Laurent Lardeux. Effectivement, on retrouve des inégalités très fortes en termes de socialisation politique et donc dans l'accès au mandat. On va voir qu'il y a des inégalités notamment en termes de classe sociale. On sait que la socialisation politique se transmet d'abord et avant tout dans des familles souvent plus avantagées socialement, scolairement, professionnellement, économiquement, ce qui va conduire à reproduire dès le départ ces inégalités d'accès. Il y a également des inégalités, c'est important en termes de genre aussi, c'est-à-dire que la socialisation politique, la transmission de valeurs politiques au sein de la famille est encore surtout une affaire d'hommes avec un modèle masculin dans la transmission politique, ce qui n'est pas sans effet ensuite, sans conséquence sur le fait que les jeunes hommes se sentent finalement davantage autorisés à se lancer dans un mandat municipal que les jeunes femmes. Je voudrais que vous entendez là-dessus l'un et l'autre, Rémi Cardon et Jean-Philippe Dugoin-Clément. On vient d'entendre les codes, les filons. Vous avez bénéficié d'une formation accélérée grâce à votre ascendance? Non, objectivement, je ne crois pas vraiment. Après, au même titre qu'il y a des familles, où vous allez retrouver des familles d'enseignants, des familles de soignants, des familles d'artistes, il y a une sensibilité qui existe, parce que vous grandissez dans un environnement, et effectivement, vous pouvez avoir soit un phénomène de rejet, soit au contraire un phénomène d'intérêt qui se fait. Après, vous avez eu ce sentiment de rejet par moment? J'ai eu les deux, bien sûr. Bien sûr, parce que quand vous êtes adolescent, que votre père est élu et que parfois vous avez des enseignants qui confondent votre prénom avec celui de votre père, c'est des choses qui marquent. Donc vous avez une possibilité de rejet, puis vous avez aussi un regard qui est différent. Vous n'êtes pas sur quelque chose, sur la relation au mandat politique, à l'engagement politique qui est neutre. Alors après, c'est pas pour autant que vous allez chercher à en faire une carrière, à en faire un engagement, à en faire une volonté de faire pour les autres, mais vous n'êtes pas neutre par rapport à quelque chose. Mais le phénomène d'intérêt, ça, il est réel. Après, ça marque plus en politique, on le remarque plus en politique. Parce que vous avez des personnalités publiques. Quand on le regarde, on le trouve dans beaucoup de domaines de la société. Rémi Cardon, vous êtes senti favorisé par moment? Favorisé, oui et non, parce que des fois, j'avais aussi des remarques, par exemple, sur le népotisme. Par exemple, vous êtes le fils de... donc, je ne peux pas dire qu'on a été favorisé. Là où on peut éventuellement assumer qu'on a été un peu favorisé, c'est essentiellement le fait qu'on se retrouve dans des rencontres, dans des débats, dans des manifestations plus facilement parce que, effectivement, nos parents, ils sont présents. Laurent Lardeux parlait des codes. C'est quelque chose avec lequel vous avez été familiarisé très jeune. Mais les codes de la politique. Mais les codes, ça s'apprend... je dirais, j'ai beaucoup de rencontres, c'est aussi en fonction des rencontres. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément les parents qui sont intéressés à la politique, qui vont trouver un intérêt dans l'éducation nationale, petit à petit, en s'impliquant dans les CVL, ensuite en montant, en s'investissant dans une association, et petit à petit vont tout simplement se rendre compte que ça a du sens. Et puis encore, il faut le rappeler, la politique, c'est la vie de la cité. Un jeune qui organise un tournoi de foot dans son lycée, il fait vivre son lycée. C'est ce que je disais quand j'étais lycéen pour essayer d'impliquer. Ça commence très jeune donc. Ça commence très jeune. Camille Etienne, on parlait de l'éveil à la conscience politique qui se fait peut-être plus facilement effectivement dans les familles d'élus, mais je crois que faudrait que vous nous parliez de votre famille parce que je crois que c'est aussi en famille qu'on s'éveille à la politique, même si on ne fait pas forcément partie d'une famille d'élus. C'est votre cas? En fait, ce que peut-être je nuancerai un petit peu avec les précédentes interventions, c'est la notion de privilège. C'est-à-dire que moi, j'ai réalisé que le fait de grandir, si on peut faire le parallèle aux portes du parc national de la Vanoise, donc d'être vraiment de naître en plein milieu de la nature et d'être très tôt sensibilisé à ça,
c'est un privilège. Et ce qui fait qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance d'avoir accès aussitôt que moi à l'information, et donc ça me donne une responsabilité. Donc en fait, pour moi, il faut quand même reconnaître que il y a bien sûr, il y a des parcours de vie, il y a des voilà, on va avoir des vocations qui vont naître et des envies très très fortes, mais il y a structurellement une reproduction aussi des élites qui se fait par des conditions économiques et des conditions sociales. Et donc ça vient aussi d'un certain privilège. Donc pour moi, c'est nécessaire de reconnaître ce privilège-là, parce qu'après, ça veut dire assumer sa responsabilité et donc faire en sorte, dans notre position, de donner accès au plus de monde possible. Moi, quand je le fais sur l'écologie, je sais que pas grand monde a eu la chance d'avoir accès à autant d'informations que moi, scientifiques, sur l'urgence à 22 ans. Et donc, du coup, je vais prendre la responsabilité pour former, vulgariser le plus possible de gens pour qu'ils puissent avoir cette chance plus tôt. Donc, voilà, pour moi, je mettrais quand même une petite nuance là. Laurent Lardeux, on faisait la liste en préparant cette émission des noms qui sont associés aux familles politiques en France. Alors, on parle de Giscard d'Estaing, Debré, Poniatowski, Martine Aubry, Jacques Delors, la famille Le Pen, bien sûr aussi. Est-ce que vous diriez qu'il y a une tentation dynastique dans la politique en général et plus spécifiquement en France ? En tentation dynastique, je ne sais pas. C'est vrai que c'est plutôt un environnement politique, en tout cas, qui va jouer, mais une tentation dynastique, ça signifierait en tout cas qu'il y a presque une automaticité finalement de l'affiliation et de la transmission politique, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, ce qu'on voit plutôt, c'est plutôt qu'il y a une socialisation politique de façon plus générale et qui va jouer, qui peut imprégner effectivement ces jeunes prétendants. Je précise ma question parce que le mot tentation, on voit bien dans le film que c'est un peu ambivalent, mais le grand-père, il est très heureux que son petit-fils s'intéresse à la politique. Donc quelque part, il est heureux et c'est tentant pour lui, voilà, de lui mettre le pied à l'étrier. C'est en ce sens que je l'entendais. Oui, effectivement, parce que aussi sans doute parce qu'il y a très peu de jeunes maintenant à participer à la vie démocratique au niveau représentatif en tout cas, et du coup il y a peut-être une tentation effectivement des élus plus âgés de tenter de faciliter l'accès aux plus jeunes, et notamment en allant plutôt voir dans leur propre famille. Donc ça peut sans doute jouer, parce que ce qu'on relève surtout aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a un vieillissement accru quand même de la politique traditionnelle. Mais vraiment traditionnelle. C'est intéressant parce que c'est une des questions que je veux aborder avec vous maintenant et qui est abordée dans le film. Il faudrait qu'on regarde un court extrait parce que le maire dont on parlait à l'instant, Bernard Baudou, le grand-père de notre jeune élu municipal, il répond à cette critique sur la question du favoritisme familial. Regardez, on en parle après. J'ai pas choisi Hugo. J'ai envie de dire, il s'est choisi tout seul. Moi, je ne l'ai pas choisi. Parce qu'à ce moment-là, j'en ai 10 de petits-enfants. J'aurais pu... Mais non, c'est lui qui s'est choisi parce qu'il fait partie de ces jeunes trop peu nombreux, qui effectivement aujourd'hui ont décidé de s'investir dans la politique. Alors Laurent Lardeux, cet argument, les jeunes sont trop peu nombreux, il est valable. Vous nous disiez qu'il y avait effectivement moins de jeunes qui s'engagent dans la politique représentative. Oui, voilà, tout à fait. Effectivement, il y en a de moins en moins. En tout cas, on sait que les jeunes maires, par exemple, de moins de 40 ans, sont très peu nombreux. Il y a seulement 4% de maires aujourd'hui qui ont moins de 40 ans, ce qui est très faible comparativement aux plus de 60 ans, en revanche, qui sont quant à eux nettement majoritaires. Ils sont 55% de maires dans cette tranche d'âge, donc à avoir plus de 60 ans. Et l'âge moyen d'un maire aujourd'hui, c'est 59 ans. Donc un âge qui ne cesse de s'élever depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Et c'est lié à une crise de vocation ou c'est lié au fait que les plus âgés occupent les places ? Plusieurs causes à cela. Il y a d'abord une défiance toujours plus forte des nouvelles générations envers le personnel politique. Une défiance qui s'est d'ailleurs accrue ces dernières années, comme le montre très bien l'enquête européenne sur les valeurs. Ils sont très peu nombreux à adhérer à un parti politique. Seulement 2% des 18-29 ans adhèrent à un parti politique. Ils sont aussi plus abstentionnistes, plus en retrait de la politique traditionnelle, mais de la politique, pas de la politique dans un sens plus large, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On peut aussi expliquer ce retrait par un cycle de vie aussi marqué par une instabilité statutaire. C'est l'âge du premier emploi, qui est devenu aussi de plus en plus fragile, incertain pour les jeunes. C'est l'âge de la mise en couple, de la parentalité. Donc ils ont peu de temps finalement à consacrer aussi pour une fonction qui nécessite un certain ascétisme et une grande disponibilité. Ensuite, il y a aussi une autre raison. Allez-y. C'est des difficultés aussi sans doute à convaincre aussi un électorat et des élus souvent nettement plus âgés, avec des représentations qui sont négatives, persistantes sur la jeunesse. Donc il leur est demandé aussi souvent de devoir faire leurs preuves
pour combler un déficit de notoriété ou encore pour surmonter une absence supposée d'expérience ou de compétences. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire, beaucoup de données très intéressantes, et je voudrais faire réagir les deux élus qu'on a ici en plateau. Peut-être d'abord sur cette question de la crise de vocation et de la difficulté de s'engager en politique quand on est jeune. On manque de temps et puis parfois, effectivement, on n'a pas une très très haute idée de la vie électorale. Tout à fait, la question du temps. Dans le reportage, il montre aussi qu'il le dit clairement, quand il rentre chez lui à 21h et quelques, il dit voilà, c'est aussi beaucoup de sacrifices. C'est des réunions qui finissent tard, c'est comme dans d'autres engagements, que ce soit dans le sport, dans la culture, c'est partout pareil. Et ça, c'est vrai que quand on est jeune et on est à la recherche d'un premier emploi, on est à la recherche de découvrir la société, c'est vrai qu'on se dit, on doute, bon, est-ce que je trouve pas un emploi d'abord et ensuite peut-être que je m'engage. Mais bon, au final, il y en a qui font les deux. Et il y a la question de la légitimité aussi, parce que je rappelle que vous êtes le Benjamin du Sénat, 26 ans, et que vous êtes élu donc par des grands électeurs qui sont sans doute qui sont plus âgés que vous. C'est vrai que là-dessus, pendant toute ma campagne, ça a été dur d'expliquer qu'un sénateur peut avoir 26 ans. C'est une vraie question. Figurez-vous, pendant un mois, j'ai dû essayer en tout cas. Et dans ces cas-là, juste en quelques mots, votre argumentaire En fait, c'est une question de volonté, c'est pas une question d'âge. Aujourd'hui, être parlementaire, on peut être parlementaire très tôt. Si on a à la fois parce que avoir de l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'expérience ? Moi, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fais de la politique et que je suis engagé dans le milieu associatif. Donc ça fait déjà 10 ans en fait que j'ai de l'expérience, si vous voulez. Donc, parce que il y avait l'argument à chaque fois du vieux briscard, excusez-moi du terme, c'est les termes qu'on emploie dans la maison, t'as pas assez de notoriété, t'as pas assez d'expérience. Enfin, c'est les phrases classiques qu'on entend quand on a 26 ans et qu'on est engagé en politique. Jean-Philippe Dugouin-Clément, sur ces aspects-là, pour moi, trois choses. Je crois la défiance par rapport à l'âge, c'est quelque chose, c'est une idée reçue, ça n'existe plus aujourd'hui. À la limite, l'élection de Macron, c'est la preuve qu'il y a une volonté de renouvellement. Moi, je pourrais vous donner des exemples de maires en Essonne qui ont été élus à moins de 30 ans, et donc par un électorat beaucoup plus âgé qu'eux. Donc cette question de l'âge, pour moi, c'est pas une barrière électorale. Pour moi, les deux barrières, elles sont différentes. C'est vraiment ce que vous disiez il y a quelques minutes, c'est le parcours de vie. Et la politique est quelque chose qui est complètement chronophage, qui mange sur tout, qui mange sur la vie familiale, qui mange sur les activités personnelles, qui mange sur les activités professionnelles. Les gens le mesurent assez peu avant de s'y frotter. Et ça explique peut-être au passage globalement le manque de femmes que pointait Laurent Lardeux. Et quand on est à moins de 40, 45 ans, quand on est dans une phase de construction de sa vie, arriver à dégager du temps pour un engagement public politique, c'est extrêmement dur. Et puis la troisième chose, ce que disait le grand-père, ça a été coupé, juste c'était la phrase suivante, c'est un milieu qui est extrêmement dur. Quand vous êtes engagé en politique, vous prenez énormément de coups, votre entourage, et souvent c'est plus dur pour l'entourage direct que pour vous, et c'est quelque chose qui rebute aussi, parce qu'il faut avoir conscience que faire de la politique, c'est pas non plus uniquement les images plutôt sympas qu'on a vues dans ce reportage avec cet élu qui découvre, qui porte des dossiers. C'est aussi, on l'a vu un petit peu au début, quand il est un syndicaliste qui le prend à partie, mais c'est ce genre de choses. C'est être confronté aussi au dur, c'est être confronté à la détresse des gens, c'est être confronté à la colère des gens, c'est être confronté à des situations où on n'a pas forcément de réponse à apporter et où on est un petit peu l'exutoire des colères. Et je crois que quand on met ces deux facteurs-là, c'est beaucoup plus quelque chose qui constitue un barrage que le fait d'être éligible ou crédible ou bankable, pour prendre un anglicisme, du fait de son âge. Camille Etienne, j'aimerais bien vous faire réagir à ce qu'on entend, parce que vous avez un engagement, je ne sais pas si on peut le qualifier de politique, en tout cas qui est militant, qui est différent. Vous n'avez pas à rendre compte de vos actions devant des électeurs. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre sur l'âpreté de l'engagement politique ? Je suis plus que d'accord, c'est-à-dire que je l'expérimente aussi en étant, en fait, ce que je fais, c'est la politique pas au sein d'un hémicycle ou au sein de, je suis pas élue évidemment, mais quelque part je suis élue par tous les gens qui me suivent, donc qui me soutiennent et qui soutiennent mes actions et qui me rejoignent, c'est-à-dire que là aujourd'hui, quand on décide à 5 amis de se pointer tous les jours devant l'Assemblée nationale pour la loi climat, et que petit à petit ça prend, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de presse, et qu'on arrive à avoir un impact sur certaines décisions, ça marche. Pour moi, c'est une sorte de révocabilité, c'est-à-dire que le jour où il n'y a plus personne qui vient et qu'on reste 5 amis devant l'Assemblée nationale, on n'aura absolument aucun impact. Donc quelque part, elle est là mon élection. Maintenant, pour
pour la difficulté, oui, c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons qui fait que je n'ai absolument pas envie de faire la politique, parce que c'est déjà pas du tout évident, rien que dans ma position, de me prendre des vagues de haine et de haters quotidiennement. Les réseaux sociaux permettent cette violence de manière démultipliée. Quand on est une fille, ça en rajoute encore d'autres joies. Et donc clairement, moi, je pense pas avoir les épaules pour faire ça, parce que je suis très sensible, dans le sens où je pense que pour s'engager sur ces questions écologiques, il faut avoir aussi une sensibilité à ce monde et à l'injustice. Pour faire de la politique aussi, peut-être même. Et du coup, il y a une sorte de tension qui est peut-être pas réconciliable. Mais du coup, non, bien sûr qu'il faut beaucoup de courage. Et en plus de ça, il faut une intransigeance. Il faut une intransigeance absolue, à mon sens. Et c'est ce que j'essaie de pousser à chaque fois que je peux rencontrer des élus, de dire ne vous laissez pas endormir par aussi des lobbies lobbies industriels, ce qu'on a vu avec cette loi climat, qui n'ont qu'un intérêt à essayer de toujours faire passer la vie des gens avant le reste. Et ça doit être très compliqué. Donc non, j'ai de l'admiration pour ceux qui le font avec intransigeance, bien sûr. Vous ne laissez pas endormir, Rémi Cardon. Est-ce que vous avez parfois l'impression justement de vous laisser un peu endormir par le système, j'allais dire de vieillir un peu avant l'âge, du fait de ces institutions qui sont lourdes? Il faut trouver sa place. Il faut trouver aussi qu'est-ce qu'on veut faire de son mandat par rapport à ce qu'on a raconté dans la campagne. Et donc ça, c'est aussi des engagements qu'on a défendus pendant la campagne qu'il faut prolonger maintenant dans les 6 ans. Donc ça, j'essaye toujours de me référer par rapport à ce que j'ai écrit dans mon document, dans mon projet de 8 pages, et j'essaie de l'appliquer tout simplement pendant ces 6 ans, et aussi bien évidemment au fil de l'actualité aussi, parce qu'on dépend aussi de l'actualité. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai voulu par exemple faire une proposition de loi sur l'extension du RSA jeune au Sénat. J'ai fait avec le groupe socialiste, on a déposé une proposition de loi le 20 janvier dernier. Vous voyez, qui n'a pas été adoptée ? Qui n'a pas été adoptée forcément. Puisque... C'est ça, c'est ce qu'on vous dira. On dira, voilà, finalement... Oui, mais le débat s'est installé dans le grand public. Vous voyez, donc c'est pas du temps de perdu. Hein. Ça renvoie à un mot qui a été employé par Camille Etienne et sur lequel je voulais vous interroger, Laurent Lardeux, c'est le mot impact. Souvent, quand les jeunes disent, voilà, moi la politique, ça m'intéresse assez peu, la politique partisane, l'élection, etc., ils disent finalement, j'ai plus d'impact en m'engageant sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas une des causes du désintérêt des jeunes pour la politique partisane, Laurent Lardeux ? Alors c'est vrai que déjà il y a un désenchantement politique que l'on observe au niveau de la participation politique traditionnelle, classique. On le voit notamment à travers l'abstention ou par le niveau de défiance qui est très important vis-à-vis du personnel politique. Mais par contre, et c'est très important de le souligner, ce désenchantement politique dans un cadre institutionnel peut aussi étroitement s'articuler avec un réenchantement démocratique des nouvelles générations par un investissement plus important dans des actions politiques hors des institutions politiques traditionnelles, que ce soit à travers des marches, des manifestations, des pétitions, des boycotts. Et ce que l'on constate d'abord, et le sociologue Vincent Tiberi le montre très bien dans l'ouvrage que nous avons co-dirigé sur le sujet, c'est qu'il y a une déconnexion en fait, des connexions très fortes, de plus en plus fortes entre les valeurs des jeunes citoyens qui sont bien présentes, très affirmées, notamment en termes de justice sociale, d'égalité, d'environnement, et l'offre politique qui leur est proposée. Et cette déconnexion-là qui les incite finalement à aussi aller chercher d'autres manières de s'impliquer dans le débat public, plus en phase avec leurs valeurs. Mais pour autant, là je me tourne vers vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément, c'est pas la même chose d'avoir une opinion, de la défendre sur les réseaux sociaux, éventuellement dans des manifestations, dans la rue, et d'assumer un mandat, de prendre, vous disiez, de prendre des coups, de prendre des décisions tout simplement, et puis ensuite d'en rendre compte devant les électeurs. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes qui peuvent être complémentaires, mais c'est l'un pouvant amener à l'autre, mais c'est effectivement deux choses différentes. D'une manière générale, je trouve que c'est pas spécifique aux jeunes, mais on est quand même dans une société où beaucoup de gens consomment, plus qu'ils ne s'impliquent. C'est la première chose. Et beaucoup de gens s'impliquent de manière souvent un peu light au travers des phénomènes de réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup plus simple. On like, on hate, on donne un avis, mais au fond, on n'agit pas véritablement. Et l'engagement, qu'il soit associatif, qu'il soit syndical, qu'il soit politique, passer à la phase d'engagement, quel que soit le domaine, là, c'est un cap supplémentaire. Je vous coupe, mais c'est intéressant parce que souvent, c'est le reproche qu'on vous fait. C'est vous n'agissez pas véritablement. Moi, finalement, j'ai plus d'impact. Ça me fait penser d'ailleurs à la phrase d'un élu un jour qui devait être un peu déprimé, mais qui me disait finalement, j'ai moins d'impact sur la vie des gens que certains influenceurs sur YouTube. Mais s'il pense qu'il n'a pas d'impact, il faut qu'il fasse autre chose. Le jour où moi, j'aurais plus envie de me battre, YouTube. Le jour où je me mettrai plus en colère, le jour où j'aurais pas envie, le samedi matin, plutôt que de dormir, d'aller faire une permanence, le samedi après-midi de marier des gens, d'aller me bagarrer pour porter les dossiers de ma commune ou de ma région,
réunion, effectivement, il faudra que j'arrête, que je fasse autre chose. Le jour où un élu pense qu'il n'a plus d'impact, qu'il ne sert à rien, qu'il fasse autre chose. Là-dessus, sur la question de l'impact, Rémi Cardon, vous avez vraiment l'impression d'avoir de l'impact ? Ah mais tout à fait. Et d'ailleurs, figurez-vous, quand on parle dans certains médias, ça peut prendre parfois des proportions énormes sur le grand public. Donc il faut faire attention. Il faut aussi, bien évidemment, dire ce qu'on pense clairement, sans avoir d'hésitation, sans avoir de peur de représailles. Il faut assumer aussi parfois ces valeurs. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a... Parce que moi, j'ai vu l'évolution entre les militants et les militants, si vous voulez. Il y a l'âge de 15 ans, je voyais les militants très hardis entre le collage, le boitage, enfin une envie, une soif d'aller dans la rue, d'aller discuter en porte-à-porte, etc. Et là, petit à petit, au fil des années, on a effectivement un peu plus de consommation, de militants qui sont plutôt qui sont habiles avec le numérique et du coup qui sont là plutôt pour consommer, partager, liker et pas forcément aller plus loin. Laurent Lardeux, ça c'est une évolution, j'imagine, que vous avez constatée. Vous parliez de votre livre tout à l'heure, Génération désenchantée. C'est quelque chose que vous constatez? Oui, tout à fait. C'est très important de le souligner. La défiance ne signifie pas prise de distance ou dessaisissement politique. Au contraire, en fait. C'est-à-dire que les jeunes citoyens les plus critiques vis-à-vis de leur régime politique tendent aussi à avoir une vision plus exigeante de la démocratie, et donc ils s'éloignent aussi d'une conception de la démocratie qui sera limitée finalement au simple vote, pour y intégrer d'autres dimensions davantage tournées vers des principes d'égalité, de réduction des inégalités. Notamment, c'est un élément qui revient très souvent. Donc il y a un souhait partagé de s'y impliquer dans cette démocratie, mais dans des configurations profondément renouvelées, plus directes et moins dépendantes des structures politiques traditionnelles. C'est un point très intéressant sur lequel je voudrais vous entendre, Camille Etienne, parce que c'est un reproche qu'on fait souvent à la génération Greta Thunberg, qui dit finalement signer une pétition, ça a plus de poids que de voter. Simplement, aujourd'hui, ce ne sont pas les règles démocratiques. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique ? La réponse très directe, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Il faut arrêter de croire qu'il y a une méthode mieux que les autres, parce que ça, ce serait pas... en fait, il faut retrouver l'humilité qui vient quand même de la terre, et retrouver un écosystème d'action qui est aussi cet écosystème qu'on est en train de détruire. Donc pour moi, absolument tout est nécessaire. Absolument tout est nécessaire parce qu'on a besoin aussi de créer ce contre-pouvoir. On a besoin d'être... et donc d'ailleurs, quand on lit Rosan Ballon et la contre-démocratie, c'est ça aussi. Il faut vraiment pas confondre un désintérêt de la politique, comme on peut l'entendre, la politique et le politique, sans faire comme on pourrait... de manière traditionnelle, on va dire, pour vulgariser, et l'engagement pour décider un peu plus grand que nous-mêmes. Si on reprend politique au sens de police, la gestion de la cité, mais la jeunesse, elle est extrêmement, et même, cette jeunesse, j'aime pas non plus trop qu'on enferme dans une tranche d'âge un moyen d'action, mais regardez comme la société française, elle se réveille. On a eu des milliers de personnes dans les rues, des milliers de personnes qui s'engagent, qui sont en train de créer plein de choses. On se saisit de questions beaucoup plus grandes que nous-mêmes et on a envie d'être impliqués dans les décisions. Maintenant, moi, là où je serais vraiment... il y a 2 points très rapidement. C'est la défiance dans nos institutions démocratiques aujourd'hui. Quand on a un président, pour des exemples concrets, sur la Convention citoyenne pour le climat, qui s'engage à faire passer un sans filtre. Et maintenant, avec les vidéos, on a Emmanuel Macron qui nous dit on va faire passer un sans filtre. Donc des gens y vont. Moi, je me suis énormément investie sur cette Convention citoyenne. J'ai fait en sorte que plein de gens, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'ONG, etc. aussi, n'étaient pas forcément... parce qu'elles avaient cette méfiance. Et nous, on a essayé d'embarquer tout le monde pour dire ça peut être génial, ça peut être un moment politique, démocratique fort, où on avance vers des solutions. Quand derrière, c'est complètement balayé d'un revers de main, évidemment qu'on se dit tout ça pour ça, en fait, non, en fait, on peut plus avoir confiance dans cette représentation-là. De la même manière, pour la loi climat. Pour la loi climat qui était censée retransmettre ces mesures de la Convention citoyenne, on se retrouve avec des élus, et nous, on a passé 3 semaines devant, donc on a pu rencontrer un certain nombre, qui avaient vraiment des idées de faire changer les choses de manière très radicale et qui se retrouvaient à être complètement bloqués en fait dans leurs idées parce que on avait un article 5 d'irrecevabilité des amendements qui était utilisé à outrance, on avait des lobbies industriels qui faisaient tout pour ralentir l'ambition de cette loi. Donc en fait, moi je me fais l'avocat du diable ici, en dehors au grand public, j'essaie quand même de recréer cette confiance dans la politique parce que c'est important qu'on s'en saisisse, sinon elle va jamais bouger. Donc je suis persuadée, je suis très heureuse qu'il y ait des gens comme vous qui aient le courage d'y aller, et qui aient le courage de jeunes et de moins jeunes, mais des gens intransigeants qui aient le courage d'aller vraiment dépoussiérer tout ça.
c'est fondamental, mais il faut aussi comprendre, sans condescendance, les gens qui disent, mais écoutez, à un moment donné, en fait, ça ne fonctionne plus parce qu'on ne nous écoute pas. Donc, alors là-dessus, Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous comme maire à Mennecy, dans l'Essonne, est-ce que les personnes qui s'engagent comme ça sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'il y en a à l'échelle locale évidemment, est-ce qu'elles vous rendent service? Est-ce qu'elles vous agacent? Est-ce qu'elles vous mordent les mollets? Elles vous stimulent? Non, ni l'un ni l'autre. Ça fait partie d'un écosystème. Bon, ce qui est très qui a beaucoup changé. Ce qui est très frustrant sur les réseaux sociaux, c'est que souvent c'est extrêmement réducteur. Et expliquer quelque chose de complexe avec un nombre de signes limité, c'est extrêmement compliqué. Et la difficulté dans la gestion publique des réseaux sociaux, c'est de manière simpliste de répondre à des choses souvent un peu caricaturales, sans mentir, sans tronquer les choses. Mais sur le point précis que soulevait Camille Etienne, sur la complémentarité possible entre la société civile et les élus. Mais tout ça est complémentaire. Tout ça est complémentaire parce qu'en fait, la politique, l'engagement public, c'est quoi? C'est défendre des opinions, c'est défendre des points de vue, c'est défendre des idées qui parfois sont contradictoires, qui peuvent créer des phénomènes d'insatisfaction. Quand ce qu'on porte soi-même, ce qu'on défend soi-même, la proposition de loi qu'on a portée, le combat qu'on porte n'est pas entendu. Mais tout ça, au fond, c'est quoi? C'est l'engagement individuel des citoyens sous différentes formes. Et ces formes-là, c'est l'engagement militant politique, c'est l'engagement associatif, c'est l'engagement syndical. On le retrouve sous différents axes. Laurent Lardeux, je voudrais qu'on parle des réformes, puisqu'on a évoqué avec Camille Etienne le fait que les institutions étaient parfois sclérosées. Comment est-ce qu'on s'y prend à l'avenir pour faire en sorte que les jeunes participent plus activement à la vie de la cité? C'est une question extrêmement compliquée parce que c'est vrai que comme sociologue, on a plutôt tendance à observer la situation sociale et après, par contre, on relève aussi des attentes et notamment des aspirations des jeunes et c'est plutôt sur ces points-là qu'on peut relayer des informations et il y a plutôt des attentes en termes d'une meilleure circulation, effectivement, entre des logiques très partisanes de la politique traditionnelle et puis d'autres plus alternatives. Et effectivement, on a trop tendance à scinder ces deux dimensions, alors qu'il y a vraiment des attentes des deux côtés, sans doute, de meilleures articulations. Rémi Cardon, il y a des choses à inventer justement pour mieux articuler ces différentes formes d'action publique. Il faut plutôt favoriser le participatif à la consultation, parce que ça c'est... En tout cas, il faut embarquer les jeunes, les moins jeunes, dans des projets. Et il y a des jeunes qui sont prêts à s'engager, ça c'est certain. À partir de quel âge d'ailleurs? Parce qu'on parle de la politique à partir de 18 ans. Vous étiez engagé à partir de 15 ans. Il y a des jeunes à 14 ans, 15 ans, ils sont déjà très demandeurs. D'ailleurs, petite parenthèse, droit de vote à partir de 16 ans pour les élections locales, puisque le débat revient quand même régulièrement. Pourquoi pas Si ça peut créer des débats dès le plus jeune âge. Oui, why not. Après, objectivement, le problème, c'est pas d'avoir un droit, c'est de l'exercer. Ce qui est important, c'est pas le droit en tant que tel, c'est l'envie de se battre pour. Laurent Lardeux, une petite question sur l'engagement associatif, puisqu'on parlait avec Camille Etienne de la manière dont elle s'investit, notamment à travers ses engagements dans les associations, les ONG. Est-ce qu'il mène, est-ce que c'est pas aussi une manière d'aller vers l'engagement politique? On le voit de plus en plus, des personnalités qui s'engagent dans les ONG, qui vont vers la politique, ou d'ailleurs l'inverse. Je pense à Cécile Duflot notamment. Alors oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des porosités très fortes entre le domaine associatif et le domaine politique. D'ailleurs, on le voit aussi sur l'enquête que nous avons menée sur les jeunes maires. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de jeunes maires ou de jeunes élus municipaux de façon plus générale qui sont passés par la voie associative pour ensuite effectivement briguer un mandat ou encore une fois pour se sentir autorisé aussi à briguer un mandat. Jean-Philippe Dugouin-Clément. On ne fait pas de politique sous quelque forme que ce soit si on n'a pas une envie d'aller vers l'autre, de changer les choses, chacun avec sa propre vision du monde. Là, j'ai pas de jugement de valeur ou de jugement politique, mais c'est cette envie d'aller vers l'autre. Et souvent, l'engagement associatif, on va pas dans une association, on va pas s'occuper de gens dans une association, on va pas porter des sujets si on n'a pas cette envie en soi. Et c'est là où on a effectivement des possibilités de porosité. C'est aussi un moyen d'avoir un pied à l'étrier. C'est commencer à s'engager pour les autres sous différentes manières. Ça peut être fait dans le domaine associatif, ça peut être fait dans le domaine syndical également. Pour moi, c'est des points de passage importants. Oui. On a commencé par la vie familiale comme lieu qui pourrait mettre le pied à l'étrier. La vie associative, donc aussi, est une très bonne école. 1, je dirais. C'est même la première. Laurent Lardeux, là-dessus, c'est est-ce que c'est le numéro 1? Je ne sais pas si vous avez des études, des chiffres là-dessus. En tout cas, du côté des jeunes, très clairement, il y a
vraiment un engagement très présent et qui persiste depuis maintenant plusieurs décennies là aussi. Donc je ne sais pas si ce serait le numéro 1, mais en tout cas, il y a un fort attrait, une séduction très forte, en tout cas des jeunes, et des appétences très certaines pour le domaine associatif et l'engagement. Les maires, quand ils vont construire une liste, des fois, ils repèrent quand même entre lui, il est bien, il s'occupe des parents d'élèves de l'école, lui, il est très bien, ou elle est très bien aussi, elle s'occupe du club de danse, etc. C'est un vivier de recrutement pour les listes municipales. J'ai l'impression, j'ai pas été maire, mais j'ai plutôt l'impression que ça fonctionne aussi comme ça. On va devoir terminer. Je veux juste le mot de la fin pour Camille Etienne. Vous avez été approché, vous, par des élus qui vous ont dit présentez-vous sur ma liste, ou est-ce que vous envisagez, vous, un jour, de vous présenter? Oui, j'étais approchée. Pour l'instant, je vois à très court terme, j'essaie de voir là où j'ai le plus d'impact. Donc, à mon sens, il faut qu'on arrive à travailler ensemble et je réponds à l'appel de tous les élus que je peux rencontrer, avec qui on peut discuter pour concrètement impacter le monde. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin autant d'artistes que de présentateurs télé à la hauteur, que d'agriculteurs qu'il faut respecter aussi, que d'élus. Et moi, aujourd'hui, c'est pas mon rôle, mais j'espère pousser ceux qui sentent cette vocation en eux à le faire et toujours à le faire avec intransigeance, porter les idées les plus radicales et les plus à la hauteur de l'urgence climatique et sociale. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre de nous avoir aidés à approfondir sur cette thématique passionnante. Je renvoie au livre que vous évoquiez, Laurent Lardeux, que vous avez écrit avec Vincent Tibéry, Génération désenchantée, jeunes et politique, paru au mois de mars dernier à la Documentation française. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat.